Bonjour et bienvenue sur le plateau de Campagne TV au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Cap sur la pêche française. Permettez-moi de vous présenter notre invité, Patrick Lafargue. Bonjour. Bonjour. Alors Patrick, vous êtes président du comité régional des pêches d'Aquitaine. Alors en quelques chiffres, on va dire à l'Aquitaine, c'est 300 bateaux, 1400 marins et 5 ports principaux. Cap-Breton, vous en portez les couleurs, et puis le port de Saint-Jean-de-Luz. Et je vous propose justement d'aller faire un petit tour du côté de Saint-Jean-de-Luz. Cap au sud-ouest, nous sommes aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz, la cité basque qui n'est pas qu'une station balnéaire réputée, non, c'est aussi le 15e port de pêche français en termes de valeur. Et ici, une des fiertés du port, c'est le merlu pêché à la ligne. Et c'est justement ce qu'est venu chercher cette chef d'un restaurant réputé de la région. J'ai regardé un peu la qualité du poisson, la pêche qui a été faite ce matin, voilà, savoir s'il y a des merlus qu'on va pouvoir prendre pour faire nos recettes au restaurant. D'un simple coup d'œil, elle s'assure que la qualité est bien celle qu'elle attend. Au niveau des ouïes, c'est bien rouge. La chair est bien ferme aussi. Bon, ça, c'est les principaux caractères d'un poisson bien frais, quoi. À la manœuvre, le matelot est une matelote. À 23 ans, cette bordelaise vient de jeter l'ancre à Saint-Jean-de-Luz il y a quelques semaines tout juste, à bord du Neikari. Et c'est elle qui est chargée d'apposer sur chaque poisson le signe qui garantit l'origine de la capture. Alors en fait là je suis en train de pincer les merlus. Donc en fait c'est le label du merlu de ligne de Saint-Jean-de-Luz. C'est un label qualité et de proximité, c'est vraiment le poisson qui est d'ici et c'est celui-là qu'il faut mettre en avant dans nos restaurants. On privilégie celui-là, sinon on ne l'achète pas. La ligne, une méthode traditionnelle qui permet de ne pas abîmer le poisson, mais qui nécessite plus de travail. Là, on a jeté 2 lignes à l'eau ce matin, donc on a à peu près on met 1 heure et quart à peu près pour relever une ligne. Le poisson est placé avec précaution dans les caisses, puis glacé. C'est ici que les clients de la criée évalueront les produits avant de les acheter. Mathilde ne repart donc pas avec son poisson sous le bras, elle l'achète à son mareyeur qui fait office d'intermédiaire. Mais être présent au retour des bateaux, c'est pour elle une façon de montrer sa reconnaissance aux pêcheurs. Je les admire. C'est difficile comme métier, c'est quand même grâce à eux qu'on a des bons produits, donc ils sont hyper importants. On peut dire que le merlu fait partie du patrimoine de Saint-Jean-de-Luz. Mais il est dans tous les restaurants, jusqu'à Bayonne. Dans le Pays Basque, on retrouve le merlu partout, quoi, chez tout le monde. Retour sur le plateau de Cap sur la pêche française avec Patrick Lafargue. Alors, Patrick, on le sait peu, mais la pêche, finalement, est une activité très contrôlée. En France, en Europe. Oui, je vais parler de ce que je connais. En France, oui, surtout en Europe aussi, on est beaucoup contrôlé. Enfin, ce ne sont pas des contrôles qui sont trop drastiques quand même, hein, mais ça nous permet de pouvoir avoir un œil sur toute la pêcherie qu'il y a dans le Golfe. Alors, ces réglementations, il y a quelque chose qui s'appelle les TAC et quotas. Alors, expliquez-moi ce que sont les TAC et quotas. Alors, les TAC et quotas, c'est le total autorisé de capture pour chaque pêcherie. Pour la sole, pour le bar, il n'y en a pas. Pour le merlu, pour le maquereau, pour le thon. Voilà. Et qui décide? L'Europe. L'Europe décide beaucoup. Et chaque année, donc, c'est remis en question? Chaque année, c'est remis en question. Alors, par exemple, il y a un poisson que vous pêchez beaucoup dans votre région, c'est la sole. Comment ça se passe pour la sole? Alors, cette année, en 2015, on a mis un plan de gestion pour la sole. Parce que la Commission européenne nous proposait nous donner 37% nous enlever 37% de moins. Donc on a réussi à mettre en place, on a réussi avec les filigueurs, les chalutiers. Alors les filigueurs, ils sont passés de 15 jours à 21 jours d'arrêt biologique. Les chalutiers, qui sont des arts traînants, sont passés au maillage de 80. Bon, tout ça, on fait des efforts et on a réussi à avoir que 10%. Mais ça doit être assez compliqué de faire passer le message auprès de vos collègues pêcheurs en disant « Bon, ben voilà, la décision est tombée, il faut pêcher moins, il faut partir moins souvent en mer ».
Oui, enfin, c'était très compliqué à mettre en place, surtout que la décision, on avait jusqu'au 15 janvier. Et comme j'expliquais dans d'autres, comme je vous ai expliqué, pour commander des culs de chalut, c'est très long. C'était pas forcément on les avait pas en suivant, donc c'était très difficile. Bon, aujourd'hui, c'est une contrainte en plus, mais on essaye d'être des bons élèves. Alors comment ça se passe concrètement? Donc on pêche moins de poissons en quantité ou on part moins longtemps ou on supprime des jours de mer? Alors le plan de gestion aujourd'hui, c'est la mortalité par pêche, c'est stable. Par contre, la biomasse s'effondre, plus ou moins. Donc si on a augmenté le cul de chalut, c'est par rapport à certains bateaux. Alors je ne veux pas les montrer du doigt, mais bon, peut-être que pour les juvéniles, alors on va essayer d'en pêcher moins. On va voir ce que ça va donner. On a le rapport du CIEM qui va tomber cette année. On va voir s'il est meilleur que l'année dernière. Alors il y a quand même aussi une difficulté pour vous, pêcheurs, c'est que la réglementation va plus vite que l'application sur le terrain, parce que souvent l'application est assez compliquée à mettre en œuvre. Oui, Bruxelles est très fort pour ça. Ça va, pour nous, ça va trop vite. On n'a pas le temps entre la DPMA La DPMA, c'est quoi? La direction des pêches maritimes. Ça dépend du gouvernement français. Oui, voilà, ça c'est le ministère. Alors après, pour revenir après sur les côtes, près de leur DDML et des TNS, c'est compliqué à mettre en place. Alors donnez-moi des exemples, par exemple, pour qu'est-ce qui peut se passer, ou quelle règle est difficile à mettre en application comme ça du jour au lendemain. Par exemple, si vous prenez un chalutier qui est au maillage de 70, quand il doit passer au maillage de 80, ça ne se fait pas comme ça. Parce que ça concerne beaucoup de bateaux, enfin certains, et ils sont obligés de passer des commandes. Donc ça met du temps. Et ce n'est pas évident à mettre en place. Et les contrôleurs qui, eux, ne sont pas au courant, qu'ils appliquent directement le décret, ils sanctionnent trop vite, bien des fois. Par exemple? C'est un retour au bateau ou pêche saisie ou une punition administrative. Enfin voilà, ça peut aller très très loin. Et les pêcheurs, eux aussi, ils sont fatigués. Ils veulent bien faire l'effort, mais il ne faut pas trop non plus leur en demander, quoi. Alors, il y a des réglementations européennes, on parlait des TAC et quotas. Il y a aussi des réglementations que vous imposez vous-même, vous les pêcheurs aquitains. Alors je ne sais pas dire si on peut imposer, mais bon, c'est quand même pour une question de cohabitation. Chaque façade a sa propre pêcherie et on essaie de voir ce qu'on peut faire avec les autres. Donc c'est vrai que si on prend l'Aquitaine pour le céphalopode, on y met en place des réglementations au niveau des arts traînants. Parce que bon. Alors attendez, on va reprendre parce que là, nos téléspectateurs ne sont pas les spécialistes de la pêche, Patrick. Alors, les arts traînants, d'abord, c'est quoi? Alors les arts traînants, c'est un bateau qui traîne derrière un filet. Voilà, alors nous on a compétence pour nos eaux jusqu'aux 12 000. Donc, et le filayeur, c'est un bateau qui pose le filet calé à la nuit. Et alors les céphalopodes, c'est ce qui fait notre bonheur quand on vient manger notamment dans les restaurants du Pays Basque. Oui, je vous invite à y venir d'ailleurs. C'est par exemple, qu'est-ce qu'on a comme produit? Vous avez le chipiron, après vous avez le poulpe, vous avez la sèche. C'est tout ce qui est céphalopode et c'est tout ce qui ensemble, moi j'ai appelé ça le noir. Parce que voilà. Donc là encore, vous avez la main là-dessus pour éventuellement limiter les captures ou les jours de pêche? Oui. C'est encore un petit privilège qu'on a. Bon, aujourd'hui, l'Aquitaine s'agrandit, alors ça sera encore une autre thématique. Oui, alors comment ça va se passer justement ça? Parce que il y avait le maillage régional qu'on connaissait des régions administratives. Aujourd'hui, il y a cette grande région Aquitaine qui va englober d'ailleurs Poitou-Charentes. Vous allez travailler comment avec vos collègues de Poitou-Charentes? Alors oui, bonne question. Alors, vous allez vous-même devenir le président du comité régional des pêches de la Grande Aquitaine? Je ne sais pas, on verra. Il y a des votes à faire, il y a des syndicats à mettre en place. Enfin, c'est les syndicats qui mettent tout ça en place. Moi, pour ma part, j'attendrai, on verra. C'est-à-dire que le comité régional de Poitou-Charentes peut-être passera au comité départemental. On ne sait pas encore. Alors, on a parlé des réglementations européennes, des réglementations que vous imposez au niveau régional. Il y a aussi une activité qui, moi, me passionne. C'est celle du réensemencement ou du retour de certaines espèces, par exemple la pibale. Oui, aujourd'hui, il y a un repeuplement de l'anguille. C'est au niveau européen, pour la pibale, dans le bassin Adour et de Garonne. Donc, il y a une partie consommation et une partie repeuplement. Bon, le comité régional est partie prenante là-dedans et on rejette des pibales dans des endroits où il n'y a pas de prédation humaine, où on pense qu'il n'y a pas d'impact aussi naturel sur eux, c'est-à-dire la pollution, etc. Et ça marche? Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a plus de poissons? Eh bien oui, il y a une... Bon, après, c'est très compliqué. Les pibales sont marquées, sont analysées. Après, il y a un programme de repêche pour voir si on pêche de l'anguille. Oui, aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne. Et qui finance ce genre de programme? L'Europe. Comme quoi, l'Europe, parfois aussi, peut avoir un effet positif sur vos métiers.
Oui, enfin, ça dépend comment on le voit. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de l'avenir. Devant tant de réglementations, est-ce que les jeunes n'ont pas tendance à dire la pêche, métier trop dur, métier trop compliqué, j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure? Alors si c'est un combat qu'on mène, que tous les comités mènent, que la France mène aussi, l'État, l'Europe, le président du comité national peut en parler mieux que moi. Mais c'est vrai que pour attirer les jeunes à la pêche, il faut avoir une flottille renaissante. Aujourd'hui, les bateaux ont pratiquement 30 ans et amener des jeunes sur des bateaux punitions, comme ça, c'est pas bon pour eux. Alors on a le FEAMP qui se met en place, mais il a déjà 2 ans de retard. Et je pense qu'il sera opérationnel au mois de juin, peut-être. Et on verra ce qu'on peut faire. Bon, il y a le système aussi des PME qui est en train de changer. Tout ça, c'est très long, sauf que le FEAMP a 2 ans de retard. Question argent, on a toujours du retard. Oui, parce que l'argent, il faut le trouver. Alors on va voir quoi? Le crédit maritime, les banques? Oui, oui. On espère que le crédit maritime restera encore notre partenaire. Et je le souhaite. Mais c'est difficile quand même. Le financement, c'est quand même aujourd'hui une vraie problématique pour l'arrivée de nouveaux marins-pêcheurs dans votre région. Oui, et surtout que ce n'est pas le tout d'acheter un bateau. Il faut avoir des quotas, comme on a parlé au début de l'émission. Il faut avoir des quotas pour pêcher. Bon, c'est très compliqué à mettre en place, mais moi j'y crois. La preuve, j'ai mes 2 garçons qui sont à la pêche. Et vous avez arrêté vous êtes un jeune retraité, vous avez arrêté il y a quoi? Il y a 1 an, 2 ans? Ça fait 2 ans. J'ai fait le choix d'arrêter parce qu'on ne peut pas être président d'un comité régional et aller en mer tous les jours. C'est pas possible. Sinon, on ne fait pas le métier comme il faut, on ne fait pas le boulot à fond. Alors, en conclusion, Patrick, justement, imaginez que je sois un jeune aujourd'hui qui a envie, qui se pose la question, est-ce que je peut-être faire ce métier ou pas? Ce serait quoi les bons arguments pour le convaincre? Les bons arguments, mais déjà au niveau salarial, il y a quand même un attrait, parce que bien souvent on dit ouais, la pêche c'est ma passion, etc. Mais là, si la passion ne nourrit pas son bonhomme, il n'y a plus de passion. Et après un jeune qui vient découvrir, parce que c'est quand même un métier à part. On est quand même dans une liberté totale. Eh bien écoutez, je pense qu'on se retrouvera très bientôt en Aquitaine, peut-être embarqué avec vos fils sur un de vos bateaux? Oui, je l'espère, pourquoi pas, avec grand plaisir. Eh bien écoutez, merci beaucoup Patrick Lafargue, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention, je vous retrouve très bientôt sur Campagne TV.